Défi 2022 pour décrypter les enjeux de l'élection présidentielle pour les décideurs, avec la sécurité, un thème majeur des Français. Un sondage exclusif Kantar pour décrypter cet enjeu de la sécurité avec notre partenaire EPOCA et la revue L'Hémicycle. Bonjour à tous, Défi 2022, nouveau numéro en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Et ce sondage exclusif, on va le découvrir dans quelques instants, un nouveau numéro, nouveau thème de campagne pour parler de la sécurité. C'est un enjeu majeur de cette campagne présidentielle. On va bien sûr décrypter ce thème avec mes invités. Et ce sondage exclusif Kantar à mes côtés. Laure Salvin, bonjour Laure. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Vous êtes la directrice Kantar Public France. Vous avez ce sondage exclusif. On va bien sûr le commenter et le décrypter avec mes invités. Mais de quoi parlons-nous quand on parle de sécurité? S'agit-il d'un sentiment d'insécurité, d'un réel malaise chez les Français? Est-ce que les forces de l'ordre, les forces de police, sont-elles équipées pour répondre aux nouveaux enjeux? Est-ce que les Français font confiance à leurs forces de l'ordre? Voilà toutes les questions que nous allons traiter avec mes invités. Alain Boer est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Alain Boer. Vous êtes professeur de la chaire de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous enseignez à New York, à Shanghai. Puis j'avais envie simplement d'annoncer ce livre, Confession gastronomique, qui n'a rien à voir avec les questions de sécurité. Il sort chez Gallimard, mais vous êtes un fin gourmet. Merci d'être avec nous. David Lebars, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'être avec nous. Et puis Claude Tarlet est avec nous sur le plateau de Défi 2022, président de la Fédération française, non pas de football, mais de la sécurité. On parlera, la sécurité privée, c'est très large, hein, ça va du vigile qui ouvre les sacs devant les grands magasins jusqu'à la cybercriminalité, et on en parlera parce que c'est un enjeu évidemment important pour les Français et pour les entreprises évidemment. Commençons par le premier thème, parce que c'est un sujet un peu récurrent à chaque élection présidentielle. Est-ce que les Français sont dans un sentiment d'insécurité? Finalement, ça n'existerait pas tout cela, ils auraient ce sentiment. Ou est-ce qu'ils traversent un véritable malaise sur ces questions? Qu'est-ce que nous dit ce sondage exclusif, Laure? Alors, ce sondage, déjà, il dit une première chose, c'est que la sécurité reste une préoccupation importante dans cette campagne présidentielle pour de nombreux Français. Vous voyez les résultats de ce sondage. Quand on demande de façon très spontanée quels sont les sujets prioritaires pour la campagne, on a en numéro 1 le coût de la vie et juste après la sécurité en numéro 2. C'est une question ouverte en fait, donc on ne propose pas des thématiques, c'est vraiment les Français qui répondent spontanément. Vous voyez que loin derrière, nous avons le niveau des salaires, le système de santé et puis le terrorisme juste après. Alors, les sujets prioritaires, donc la sécurité, effectivement. L'immigration juste en dessous, faut le préciser. L'immigration juste en dessous, mais vous voyez qu'il n'y a pas de... C'est différent dans l'esprit des Français, en tout cas dans les priorités qu'ils veulent voir traitées. Alors, que considèrent les Français sur ce justement sentiment d'insécurité? Pour eux, ces dernières années, pour 82% des Français, l'insécurité a progressé, et même 60% a beaucoup progressé. Et ce sentiment d'insécurité, il s'incarne vraiment dans le quotidien des Français. C'est ce que révèle ce sondage et je trouve que c'est intéressant. Justement, ce n'est pas qu'un sentiment. Pour 32% des Français, l'insécurité
est une réalité qu'ils vivent au quotidien. Et quand ils parlent de problèmes de sécurité en France, ils parlent alors d'abord de l'État, effectivement, de la responsabilité de l'État et du sentiment, en tout cas, que l'État est soit impuissant, soit manque de volonté. Mais surtout, vous voyez, quand on leur parle de problèmes de sécurité, eux, ce qu'ils ont en tête, c'est sentiment d'inquiétude, vol et agression, incivilité et violence du quotidien. Sujet de proximité. Hein. Exactement, sujet de proximité et puis ambiance générale, je dirais. Beaucoup d'anxiété aussi face à un monde et un environnement de plus en plus agressif. Et là, ça, on l'a vraiment dans de nombreuses enquêtes aujourd'hui. Messieurs, Alain Bauer, commençons par le début. Quand vous observez ce sondage, on pourrait presque le calquer sur des élections présidentielles précédentes. J'ai animé plusieurs débats, plusieurs émissions dans des élections précédentes. On avait un peu cette thématique-là, c'est-à-dire des Français qui, dans leur quotidien, ont le sentiment de ne pas être à l'aise, ont peur, et ce n'est pas qu'un sentiment. Alors, si vous aviez fait un sondage et s'ils avaient existé lors de l'élection présidentielle de 1848, vous auriez eu le même sondage. En fait, la problématique, et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait interdire l'usage du mot sentiment. Le mot sentiment n'a rien à voir avec le calcul du climat d'insécurité, ressenti réel vécu ou déclaré réel connu par les citoyens, qu'ils soient d'ailleurs français ou pas français, à l'intérieur du territoire national, France et Outre-mer. Et si vous faisiez le même sondage en Outre-mer, vous seriez extraordinairement surpris par l'ampleur des chiffres que vous trouveriez. Deuxièmement, le mot « fear of crime », qui s'est traduit par sentiment d'insécurité, nul ne sait comment, car si un de mes étudiants osait me faire cette traduction en anglais, il aurait un 0 pointé, qui veut dire la peur du crime, oui, est un instrument extraordinairement rationnel. Nous n'avons pas la même peur des mêmes événements, mais personne n'est capable d'expliquer que votre hiérarchie de ce qui vous fait peur est plus ou moins acceptable eu égard à la mienne. Donc il y a une notion de subjectivité quand même dans tout ça. Oh, en la matière, non, la subjectivité, c'est la manière dont la presse, les médias et les politiques le traitent. La subjectivité, c'est vous. Le sujet, il est le climat, c'est-à-dire de quoi parle-t-on? Or, nous n'avons pas d'outils de mesure qui tiennent la route, donc déjà, on ne sait pas de quoi on parle. Premièrement, l'outil il est partiel, parcellaire, partial, et il ne progresse pas, il régresse même, puisque le gouvernement précédent a eu l'extraordinaire idée de supprimer le seul dispositif qui vaguement essayait d'avoir un outil double, les chiffres enregistrés par les services et l'enquête de victimation, qui permettait de savoir ce que les gens subissaient, y compris de savoir s'ils avaient déclaré plainte, oui ou non, pourquoi, et ce qui était advenu de la procédure qu'ils avaient engagée, qu'elle termine en main courante, en rien du tout, ou en procédure judiciaire. Nous ne disposons pas d'outils, du tout. Donc on est à l'aveugle sur ce sujet. On est à l'aveugle. Mais on a quelques éléments, parce qu'on a un peu de chance, c'est que depuis 1539 et l'édit de Villers-Cotterêts, vous voyez, il faut toujours voir loin dans les affaires criminelles, nous disposons d'un outil qui s'appelle l'état civil, et ce pays compte bien les morts. Il compte bien les morts, c'est comme ça. Et les services comptent bien les homicides, les tentatives d'homicide, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, les règlements de compte entre malfaiteurs et les morts à l'occasion d'autres faits, etc. Et donc nous avons une idée de la mortalité et des tentatives d'homicide, c'est-à-dire des homicides qui ont raté, parce que le but était quand même de tuer quelqu'un. Et ce dispositif qu'on appelle l'homicidité nous donne depuis 1972 une réalité assez claire qui est qu'en 2020, en plein confinement, la France a connu le plus haut niveau d'homicidité jamais connu, c'est-à-dire non pas le niveau d'insécurité ou le niveau de délinquance ou le niveau de criminalité, le niveau de violence physique, d'agressivité contre des individus dans leurs relations qui se traduisaient par la mort ou l'entrée dans un hôpital pour des traitements de quelqu'un qui a échappé à la mort. Donc il n'y a rien de subjectif, ce sont des chiffres. Il n'y a rien de subjectif. Et les chiffres ont progressé. Et on ne peut pas parler de sentiment d'insécurité, on ne peut pas parler de niveau de criminalité, on ne peut pas parler de niveau de délinquance, mais on peut parler de niveau de violence dans la société française qui, effectivement, atteint des degrés inédits sur ce qu'on peut compter de manière stable et depuis longtemps, c'est-à-dire l'homicidité. David Lebars, comment vous regardez ces chiffres? J'imagine que vous les confirmez. Et des Français qui disent finalement, on ne se sent pas à l'aise. Il y a des policiers, il y a des forces de l'ordre, il y a des policiers municipaux, en nombre important. On reviendra sur le rapport de la Cour des comptes, qui d'ailleurs épingle la police nationale, en tout cas le ministère de l'Intérieur. Et pourtant, les Français ont le sentiment que voilà, l'État n'est pas là. En tout cas, ils ont un sentiment d'inquiétude. Et ça on ne peut pas... Voilà, on peut discuter de sentiment d'insécurité, mais il y a un vrai sentiment d'inquiétude, en effet. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui, on est deux, on est des journalistes, vous savez. Je vais essayer de... D'abord, moi, en tant que policier,
les notions de sécurité ou la sécurité dans les 3 premiers sujets des Français depuis 2002 et depuis Jean-Marie Le Pen au second tour, oui. avec une affaire médiatique papivoise, je crois. Oui, à Orléans, à l'Argonne. Voilà, je crois que ça fait déjà un bout de temps qu'on y est habitué en tant que policier. Bon, c'est encore un autre débat, mais en tant que policier... Il faut rappeler cette affaire, hein, c'est quasiment la veille de l'élection, il y a un petit vieux qui se fait frapper dans un quartier de banlieue. Voilà, et les images le montrent. Cette séquence-là, je crois qu'on est tous, les uns et les autres, je pense, prêts à l'idée que la sécurité, ça va être un des sujets principaux des campagnes politiques. Ce qui est d'ailleurs embêtant quand on est policier, parce qu'on voit vite le risque d'instrumentalisation ou de pression qu'on peut avoir à l'idée de parler de l'outil sécuritaire que peut être la police parmi d'autres. Bon, première réponse. Le sujet sentiment d'insécurité, moi c'est un sujet qui me gêne beaucoup, parce que Alain Bauer a tout dit sur les chiffres. Je regrette moi-même en tant que policier l'absence de chiffres ou cette absence de balance et d'équilibre. D'ailleurs, je regrette aussi, mais c'est un autre sujet, mais ça en fait partie quand même, c'est juste en dessous, l'absence de statistiques ethniques en France, et ça, on pourra peut-être en débattre, parce que ça crée tous les fantasmes et toutes les suspicions et toutes les déclarations. Qu'on ait des chiffres réels. Qu'on ait des chiffres. Il n'y a pas mieux que des chiffres, ou en tout cas des éléments objectifs pour éviter les fantasmes ou les dénonciations. Et les amalgames. En plus, c'est la police nationale qui les endosse pour la plupart, en tout cas du mauvais côté de la barrière. Je pense au contrôle aux faciès et à toutes ces choses qui sont reprochées à l'institution police. Ensuite, dans le classement, pour être un peu précis, bon, c'est nommé différemment, mais je voudrais le dire, dans une période difficile, je vois que les bavures policières sont au dernier rang de la préoccupation des Français. C'est pas pour ça que tout va bien dans la police nationale, mais j'ai suffisamment occupé aussi les plateaux pour rappeler qu'il y a quand même une confiance majeure des Français vis-à-vis de sa police, de leur police. Même si on a subi une baisse et une inflexion importante pendant l'épisode Gilets jaunes, et on pourra aussi en parler. Mais voilà, d'une manière générale, ces sujets-là, ce sont des sujets de société. J'ai lu attentivement votre sondage et j'essaye de rester informé. De toute façon, la prise en compte du sentiment d'insécurité en soi, pour faire un raccourci, j'ai envie de dire que c'est une forme de délinquance qu'il faut traiter, puisque si ce sentiment existe, c'est qu'il y a une raison à ça. Jusqu'à la responsabilité de la police. Vous me direz quand même, David Lebars, qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Français qui a le sentiment d'être en insécurité. Ça n'arrivera jamais. Voilà, c'est le sujet quand même. Mais un policier qui donne une réponse, ou la justice qui donne une réponse plus rapide, on peut aussi lutter sur le sentiment d'insécurité par rapport à la façon dont on la traite, y compris dans la communication. Donc c'est un vaste sujet. Claude Tarlet, un petit mot, parce que la sécurité privée, elle contribue justement à diminuer, à affaiblir ce sentiment d'insécurité, parce que il y a des vigiles, vous n'aimez pas ce terme, je sais que vous n'aimez pas que j'utilise le terme vigile. Je suis là pour le corriger. Vous allez me corriger, je le sais très bien, mais tous ceux qui ne sont pas de la police nationale, qui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui contribuent aussi à faire de la sécurité. Moi, je crois que le sujet dont nous débattons ce soir, en effet, doit être bien posé. Il ne s'agit pas d'un ressenti, je partage ce que vient de dire Alain Bauer, c'est un climat. Et c'est précisément ce climat qui met en valeur aujourd'hui la nécessité de faire travailler de manière beaucoup plus organisée et beaucoup plus en commun, à la fois les forces de l'ordre, dont on voit bien qu'elles ont aujourd'hui, à l'évidence, le soutien et la reconnaissance de l'opinion publique, les acteurs aussi dans les territoires, les polices municipales qui jouent un rôle très important, et puis ces acteurs de la filière de la sécurité privée, dont bien évidemment il faut bien dire qu'elle est présente dans des domaines extrêmement importants, et elle l'a montré d'ailleurs pendant la période que nous avons traversée et pendant la crise du Covid. Ce ne sont pas que des agents de sécurité sur le terrain, même si sans eux, bien des établissements auraient été pillés, bien des espaces de distribution alimentaire auraient été ouverts et auraient facilité, faute de contrôle, des incivilités multiples et des agressions tout à fait libres. Claude Tarlet, je mets les pieds dans le plat. On a des Français qui disent aujourd'hui l'État, la manière dont l'État s'engage sur ces sujets ne nous convainc pas. C'est l'enjeu aussi d'une campagne présidentielle, que des candidats fassent des propositions. Est-ce que vous dites, nous, secteur privé, on pèse des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Est-ce qu'on peut devenir, non pas les supplétifs, mais des adjoints de la police nationale? Alors nous, on est très clair là-dessus. Non, mais on veut vous entendre. On est très clair. Il appartient à l'État de créer les conditions pour que règne l'ordre public et que la sécurité de nos concitoyens soit effectivement tenue. Mais c'est important de l'entendre. Non, mais jamais, jamais. Les acteurs de la filière économique de la sécurité privée ne deviendront des acteurs en compétition avec les forces de l'ordre. Nous pouvons être en appui, mais il appartient à l'État et à l'État seul de faire régner l'ordre public. Là-dessus, il n'y a aucun débat. Par contre, nous ne sommes pas des supplétifs. Il appartient à l'État de créer les conditions pour que la sécurité des citoyens soit assurée. Il est dans une mission noble et qui est celle régalienne de la sécurité de l'ensemble de notre population. Nous,
nous sommes des entrepreneurs. Nous venons en appui pour apporter des solutions complémentaires et nous ne sommes pas là pour effectivement les mêmes raisons, même si nos entrepreneurs peuvent être pétris, et c'est ce que nous faisons, de valeurs citoyennes, de valeurs républicaines, et que c'est leur volonté. Et parfois d'engagement aussi, hein, faut engagement très fort. Voilà. Quand aujourd'hui la filière de la sécurité privée, qui globalement, bien au-delà des agents de sécurité que vous évoquiez tout à l'heure, pèse 350 000 personnes sur le territoire national, plus de 25 000 entreprises, que nous sommes présents dans le conseil, dans l'intelligence économique, dans le transport de valeur, dans la sûreté aéroportuaire, dans les risques informatiques, que l'on appelle et parfois à tort cyber, dans bien évidemment les technologies, à la fois traditionnelles et de pointe, avec la vidéo intelligente, bon, les drones, c'est un vrai sujet de société, mais sur lequel nous évoluerons dans les années qui viennent, des agents de sécurité qui évidemment assurent des missions partout sur le territoire national, aussi bien pour l'industrie, pour les espaces commerciaux, que pour des bâtiments administratifs d'ailleurs de l'État. Hein. L'État est un des acheteurs importants des produits et services de la filière économique. Donc vous venez en complément de la police nationale qui ne peut pas assurer ses missions. Nous ne sommes pas en compétition. Mais nous avons besoin de travailler en coopération, de faire en sorte qu'en effet il y ait des cultures croisées pour que l'ensemble des entrepreneurs de cette filière, que leurs cadres et que les femmes et les hommes que nous employons, pas assez de femmes d'ailleurs, soient au bon niveau pour que ce travail en commun puisse produire des effets. Alors on voit cet élément du sondage, on peut le commenter parce que c'est un autre élément intéressant. On précise un tout petit peu la manière dont les Français s'inquiètent sur les agressions physiques, les incivilités. Sur les enjeux prioritaires pour eux, concernant la sécurité, effectivement, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de très macro, hein, ce n'est pas le terrorisme qui arrive en premier, qui arrive même en 5e position, mais ce qui arrive en premier dans les enjeux prioritaires, ce sont les agressions physiques, effectivement les agressions physiques du quotidien, les incivilités, les dégradations, les viols et agressions sexuelles, et ça chez les femmes, ça arrive carrément en 2e position aussi, beaucoup plus haut. Parce que le sujet est sur le devant de la scène, que les langues se délient. Effectivement, et donc du coup ça remonte aussi dans les enjeux prioritaires. Mais vous voyez par rapport au terrorisme, à la cybercriminalité, etc., ça c'est encore quelque chose qui 2% seulement. Hein. La cybercriminalité, 12%, voilà, en premier c'était 2%, voilà. Et au total 12%. Je pense aussi que la cybercriminalité, je ne suis pas tout à fait sûre que les citoyens voient bien de quoi il s'agit et quels sont tous les enjeux. On imagine bien que ça va être un enjeu de demain, mais aujourd'hui les enjeux prioritaires qu'ils veulent voir traités, notamment par les candidats à l'élection présidentielle, ce sont ceux-là. C'est vraiment donc de la sécurité de proximité. C'est ça. Alain Bauer, je vous poserai la question, c'est la même, vous pourrez y répondre simultanément ou en croisant vos points de vue, mais on peut faire quelque chose contre ces 3 sujets. Je mets le terrorisme plus loin parce que je veux vous entendre, c'était des sujets qui ont... ce fut un choc pour les Français et les Françaises, le Bataclan, tout ce qu'on a vécu, et pourtant le terrorisme est descendu très bas. Mais sur ces questions d'agression physique, d'incivilité, de dégradation, on peut faire quelque chose ou pas ? Chaque fois qu'il y a eu une crise criminelle dans ce pays, et il y en a eu un certain nombre, j'ai même écrit il y a longtemps une histoire criminelle de la France racontant qu'à chaque crise, la police avait été réformée, avait changé, avait évolué, avait résolu la crise. Systématiquement. Le problème, c'est qu'elle est purement réactive. L'État ne sait pas rendre sa police proactive. Ce n'est pas la police qui n'est pas proactive, c'est l'État qui ne sait pas. D'abord parce qu'il attend. Il attend de voir. Il va voir si ça monte vraiment. Ensuite, il est dans un processus très intéressant et qui est purement français, que j'appelle négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai, ensuite c'est pas grave et ensuite c'est pas de ma faute. Puis bon, je vais bien être obligé de faire quelque chose car il y a un mouvement de l'opinion qui pousse à réformer la police. L'exemple le plus emblématique était Clémenceau. Clémenceau, un jour, il arrive au ministère de l'Intérieur parce qu'il vient d'y être nommé en même temps que président du Conseil. Il réunit des cadres qui n'étaient pas vraiment présents et Clémenceau n'était pas un garçon patient. Bref, tout ce petit monde arrive plus ou moins réveillé et Clémenceau demande une synthèse de la situation qui était absolument dramatique. Il y avait des meurtres, des assassinats, des organisations criminelles qui étaient structurées. Et donc, quelqu'un ose lui faire un résumé. Et Clémenceau dit, donc si je comprends bien, des criminels en véhicule automobile avec des armes à feu sont poursuivis par des gendarmes à cheval avec des sabres, oui monsieur le ministre, et en plus ils s'arrêtent aux frontières des zones de police, gendarmerie. Ouais. Oui monsieur le ministre. Et donc vous me proposez de demander à messieurs les criminels de bien s'adapter à la situation. Oui monsieur le ministre. Oui. Je crois qu'on va faire l'inverse. Il invente les brigades du Tigre en 3 ans. La crise criminelle française est résolue. Des policiers nouveaux, modernes, équipés, c'est très contemporain ce que vous nous dites là. Rien de nouveau sous le soleil. Et donc le drame, c'est qu'on n'apprend jamais rien des épisodes précédents. Et donc il y a toujours des phases de latence,
des phases de sidération et puis une phase de rattrapage, car à un moment, un événement emblématique, un ministre qui a compris ce qui se passe, etc. On est où là dans le triptyque que vous décrivez? On est dans le rattrapage, l'accélération, on est où là? On n'est pas encore arrivé à la résolution du problème, mais clairement, d'abord il faut que le ministre de l'Intérieur endosse l'habit. Et on voit bien ceux qui sont des ministres de la police et ceux qui sont des ministres des policiers. Et ce n'est pas du tout le même travail, y compris le retour à la confiance. Et puis, il faut traiter correctement les agents qui sont d'abord, je le rappelle, des gardiens de la paix. Et donc, pour cela, il faut les payer, les équiper. Je veux dire, il suffit d'aller voir un commissariat de police au hasard. Pas dans la version où le ministre va arriver, donc on repeint, on met des meubles neufs, et tout d'un coup on voit arriver du papier, y compris celui pour les toilettes. Les vestiaires, voilà. Quand on traite bien les policiers, qu'on les équipe bien, qu'on les forme bien, on a une police efficace et présente. À la suite de quoi, on peut répondre à des problématiques criminelles qui sont relativement classiques. Et puis, il y a un problème qui est ce que je n'appelle pas la chaîne pénale, mais le processus pénal, parce que la chaîne, ça fait un peu brutal. C'est le moment où la relation entre ce qui se passe du point de vue de la police et ce qui se passe du point de vue de la justice, notamment le temps de latence. Alors, elle n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'elle elle est lente. Elle est lente. C'est pas le même, parce qu'elle punit mais elle sanctionne, durement. Elle punit, bien sûr. Oui, mais très lentement et après un nombre invraisemblable d'alternatives A, puis d'alternatives à autre chose, puis de dispositifs où on va encore redonner. Alors, une chance, c'est normal. 2 chances, pourquoi pas. 117, 120, 130, 150 comparutions, il y a un souci. Oui, on voit il y a un léger souci quelque part. Et donc, ce processus général-là, il suffit qu'il soit enclenché pour qu'il se produise quelque chose, à la fois du point de vue de l'opinion, on refait confiance aux services qui sont en charge du maintien de l'ordre, et l'ordre, c'est tranquillité, sécurité et pas seulement répression publique, et puis du point de vue aussi de la manière dont les policiers sortent d'une vraie crise morale, culturelle, sociale qu'il faut prendre en considération. Je pense que le vrai sondage, il est de demander aux policiers la manière dont eux, ils voudraient qu'on les aide à mieux faire leur métier. Et on serait assez surpris des capacités qu'ils ont. Moi, il m'est arrivé de faire des groupes, des cercles de qualité avec des policiers, y compris des policiers de la BAC, et de découvrir à quel point, oui, la parole peut être libre, mais surtout, elle est intelligente et efficace. Le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur est Mammouth 2. Il a un immense problème de ressources humaines, de gestion des... Ah non, s'il était très jacobin, il marcherait sans doute mieux. Ah bon? Il ne l'est probablement pas assez. Il devrait centraliser, mais faire remonter quand même. Il devrait avoir un vrai dispositif de ressources humaines. Mais il n'a pas de ressources humaines, le ministère de l'Intérieur. C'est sa grande faiblesse. Il essaye, mais il y a du retard à l'allumage, on va dire. Un mot, et même plusieurs, pour peut-être prolonger ce que dit Alain Bauer, David Lebars. J'évoquais ce rapport de la Cour des comptes, je le cite. Il révèle que malgré des moyens supplémentaires importants, comme en témoigne l'augmentation de 21% de la masse salariale en 10 ans, et le concours de nouveaux acteurs, police municipale, réservistes, sécurité privée, les résultats qu'elle affiche en termes de présence sur le terrain ou d'élucidation des faits de délinquance ne connaissent pas d'amélioration significative, voire se détériorent. On a une baisse de 12 points entre 2018 et 2021 des taux d'élucidation. Ça veut dire que la solution ne passe pas uniquement par le fait de créer plus de postes de policiers. Comment vous regardez cette question qui vous est posée finalement, et les Français disent on veut être sécurisé, et l'État répond on crée des postes, et au final on s'aperçoit que ça fait pchit, comme dirait l'autre. Alors avant de vous répondre, parce que je vais être long et j'ai été auditionné par la Cour des comptes sur ce sujet, j'ajoute à ce qu'a dit Alain Bauer que la police a aussi une grande faculté, enfin avec l'aide de la classe politique, à se flageller malgré le fait qu'elle agisse bien. Et du coup, on remet en question ce qui marchait bien 2 mois avant. Je prends l'exemple du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre à la française, c'était formidable, ça s'exportait dans le monde entier. 2 mois de gilets jaunes, on est bon à jeter à la poubelle, on est des incapables, on commet, alors ce que j'appelle moi des violences illégitimes. On vous désarme, par ailleurs. On nous a mis dans un procès politique, on veut nous désarmer, on veut nous empêcher d'aller au contact, et surtout, et ça c'est inacceptable, on prend l'exemple de nos voisins européens qui font soi-disant tous mieux que nous, et on se rend compte qu'en examinant de près, ils ne font pas tous mieux que nous, puisque comme le disait l'ancien directeur général de la police nationale, le rétablissement de l'ordre, non pas le maintien de l'ordre, le maintien de l'ordre c'est quand tout va bien, le rétablissement de l'ordre, ça fait jamais de belles images, parce que ça veut dire qu'il faut utiliser la force, et utiliser la force, ça fait des blessés. Parenthèse pas fermée, mais je voulais compléter. Sur cette question-là, parce que les Français je vais vous dire ce qui ne va pas dans cette... Enfin, ça va parce que c'est la réalité. Ce qui ne va pas, c'est d'examiner ce sujet en regardant uniquement la police nationale. Déjà, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé ce soir, c'est la gendarmerie nationale. En France, il y a 2 forces régaliennes. On est 150 000 policiers, 100 000 gendarmes. J'arrondis, il y a des réservistes. Moi, je suis plutôt assez minoritaire dans les propos que je vais vous tenir, mais on a assez en France de policiers et de gendarmes. Le sujet, c'est l'organisation. Et si on parle de continuum, je crois qu'on va en parler ce soir, on a suffisamment, on peut toujours
toujours faire mieux avec plus, mais on en a suffisamment. La question, c'est comment on les répartit. Quand le ministre dit il faut plus de bleu, mais plus de bleu aux bons endroits. Bah oui. Il y a des endroits où il y en a trop, il y a des endroits où il n'y en a plus assez, et surtout, il y a des problèmes structurels internes qui fait que le bleu, avant d'en avoir un dehors, il y en a 10 derrière, avec du reporting, des charges indues, des contraintes, de la pression. C'est la bureaucratie du système. Mais c'est monumental, c'est pas un mammouth, là, c'est même un menhir. Et tous les ministres, quand bien même ils sont de bonne volonté, qui vous disent qu'on va faire un effort sur le reporting, sur les tâches indues, on regarde à la fin des quinquennats, bon, il y a quelques petits coups de pinceau, mais si je vous racontais tout ce qu'on peut faire et qu'on ne devrait pas faire, on y passerait un débat complet. Donc de la paperasse, de la bureaucratie qui fait qu'on capte une partie des forces vives dans des bureaux, enfin pour le dire. Oui, puis même il y a aussi des problèmes RH, y compris avec la cogestion syndicale, puisque pour le coup il faut être honnête, moi je suis un représentant d'organisation syndicale, mais parfois ça tourne à la congestion, et quand on s'assoit sur un modèle qui n'est plus adapté aux besoins extérieurs, on peut pas avancer. Donc tout ça devra être regardé de près. Après, moi j'aime bien être optimiste, il y a un petit espoir, on est à la veille d'une LOPMI, nul n'ignore le calendrier politique. Mais si on regardait un peu ce que font nos camarades militaires, le sujet que vous avez abordé, c'est de savoir à quoi vont faire face police et gendarmerie dans les 10, 20, 30 prochaines années. Si on demande aux policiers, y compris ceux en bas de l'échelle, et ça n'a rien de dévalorisant, un policier de bac, un officier, un commissaire de terrain saura vous dire exactement quelles sont les problématiques auxquelles on fait face, celles qui augmentent et celles qu'on voit venir. C'est son quotidien. Sauf qu'on a beau le dire, on a beau y réfléchir, on a beau l'écrire parfois dans les livres blancs, et on se rend compte qu'en fait, on en écrit 3, 4, 5, et les livres blancs calent les tables, et finalement, on n'enclenche pas la seconde, comme on dirait trivialement, donc, avec un quinquennat qui vient mettre une difficulté dans la... Et en même temps, on a des Français qui commencent à réagir en disant « mais attendez, faites quelque chose pour nous, parce que dans notre quotidien, on m'a piqué ma voiture, on m'a agressé dans la rue, et on va basculer sur la justice, puisque le sondage le révèle. » Vous permettez un dernier complément. Dans les 4 premiers items du slide précédent, ce sont des items du quotidien, des quartiers, et ça c'est le paradoxe français, c'est que la police du quotidien est celle qui a été la plus mise de côté, alors que c'est celle qui traite 90% des sujets que vous avez en tête de vos sondages. C'est un sujet abrasif, parce que la police de proximité... de délinquance générale. Non, mais il y a un débat sur cette police de proximité. Est-ce qu'il faut une police qui aille au contact des populations? Est-ce qu'il faut une police de l'action? Parce que ce débat a été posé. Mme Macron est revenu sur un entre-deux en disant qu'il fallait remettre une forme de proximité. Vous en pensez quoi d'ailleurs, Alain Bauer? Parce que c'est un sujet, on nous dit, la police, gardien de la paix, doit être au contact, doit faire aussi un peu de renseignement finalement, aller capter de l'information. Elle ne le fait plus ou elle le fait mal? Alors, c'est pas exactement ça. La police, elle a vécu, je ne sais plus, j'avais compté, 24 réformes depuis les années 80. Je crois que j'avais un étudiant qui avait fait une thèse ou un mémoire sur les réformes de la police. Elles sont toutes inachevées. C'est-à-dire que Alors la police n'a jamais empêché une réforme, il faut le souligner. Hein. La police n'a jamais empêché, par sa mobilisation contre un ministre, une réforme. Non, elle les a subies. Elle en a subi un nombre invraisemblable, chacune d'ailleurs revenant en arrière sur la précédente avant de repartir vers une autre, tout en faisant un grand écart permanent et sans en achever aucune. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut quand même indiquer. Plus les réformes incessantes du code pénal, au moins on est à peu près sûr que rien ne peut fonctionner normalement. Le deuxième souci, je le crois, il est dans ce qu'on entend par police de proximité. Community policing, c'est une invention anglo-saxonne qui ne marche que dans des pays fédéralisés où le maire est le chef de la police. Point. Voilà. Depuis l'exemple dit de Kansas City, on sait que le community policing ne résout pas les questions criminelles, il rassure les populations. C'est un processus de communication, ça n'est pas un processus de sécurisation. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis qu'il faut juste savoir ce qu'on veut, de la com ou de la police. Et ça n'est pas la même chose. Le modèle Nous français, avons enfin un modèle, mais si, il y avait un modèle français qui était le modèle des SARIGE, qui était le modèle qui avait permis l'organisation de la police parisienne quand il y a eu une police parisienne, il y a un siècle, hein, pas la semaine dernière. Et donc cette police, c'était une police qui faisait du petit judiciaire et de la sécurité publique dans des conditions coordonnées et efficaces, et qui a été remise en cause par des mouvements permanents, d'abord de réduction des effectifs, puis de réduction des horaires, puis des départs à la retraite par anticipation, car le social se cache toujours derrière le sécuritaire. On peut se raconter ce qu'on veut. Donc quand on ne sait pas ce qu'on veut du point de vue RH, on a des effets du point de vue sécurité publique. La question des moyens, et je suis d'accord avec ce que disait M. Lebar, c'est plus mieux de police que plus de police. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travaux à faire justement sur la réorganisation des territoires. Par exemple, la démographie, elle fait en sorte que la France s'est réurbanisée. Après s'être vidée,
elle s'est centrée sur les villes, puis ensuite on a eu la création des banlieues, qui est un acte politique. La lieu du ban, c'est un acte politique, c'est une création, une volonté spécifique particulière, assumée le mieux par le baron Haussmann, qui expliquait qu'il fallait enlever les classes laborieuses, classes dangereuses, les populations dérangeantes et les industries polluantes en les mettant au nord et à l'est, et puis les villégiatures au sud et à l'ouest. Sauf le sud-est de la France, parce qu'il est entré dans le pays tardivement. Le comté de Nice est arrivé au 19e siècle en France, ça ne date pas de la nuit des temps. Et donc on a des modes d'organisation urbains qui ont été volontairement poussés vers l'exclusion et la ghettoisation d'une partie des populations. Et donc c'est normal que dans les populations les plus difficiles, les plus en difficulté, et celles où il y a le moins de services publics et le moins de policiers, un policier pour 100 habitants à Paris, habitants, je ne parle pas résidents. À Paris, il y a 1 million d'habitants, mais il y a 5 millions de personnes qui sont passées dans la journée, normalement. Deux Paris. Non, il y a 2 millions d'habitants, et 5,5 millions de personnes qui sont passées dans la journée. Mais si vous regardez l'agglomération parisienne, vous allez de 1% à 1 pour 1000 en présence policière par habitant résidents. Si vous prenez les flux, ce qui est le sujet, nous, ce que nous savons, c'est que le bassin de la criminalité, c'est le bassin du transport public. Personne n'a jamais imaginé l'organisation territoriale de la vie. Et le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de l'aménagement du territoire, ne parle pas au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de la Sécurité publique, qui ne parle pas au ministère de l'Intérieur, qui est le ministère des SRPJ et de l'organisation des systèmes judiciaires, qui sont officiellement en charge de la partie judiciaire de la police. Or, 95% de l'activité judiciaire du pays, c'est la sécurité publique et les gendarmeries locales. Donc, il y a tout un sujet où personne n'a pris en compte la globalité du problème, ce qui sont quel territoire, quel problème, ce qui me permet de savoir quels effectifs pour faire quoi. Et au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire tout marche sur la tête, c'est pour ça que je dis que c'est Mamou 2, parce que ça ressemble beaucoup au système éducatif. Les meilleurs professeurs les plus formés sont ceux qui travaillent le moins avec les meilleurs élèves. Les jeunes professeurs qui sortent des écoles et qui n'ont aucune expérience sont envoyés dans les classes les plus difficiles et les plus nombreuses. Personne ne comprend rien. Oui, exactement. C'est la même chose dans la police. Les jeunes policiers vont au casse-pipe. Et donc il y a un processus qu'il faut prendre en considération, c'est que quand tu mets tout à plat, tu prends en compte la question des territoires et donc de la démographie, puis la question des enjeux. C'est quoi les problématiques criminelles? Elles sont celles qui ont été données dans votre sondage. Du quotidien. Ensuite, on définit quels sont les objectifs de la police. Et ensuite, on définit des effectifs cohérents qui sont présence, visibilité, proximité, maintien de l'ordre, anticriminalité, renseignement. Et tout devient relativement clair. Deuxièmement, il manque un sujet qui n'est pas les effectifs. Non, ça c'est bon, ça. J'ai échappé une fois, ça ne devrait pas arriver tout de suite. Mais il y a un deuxième sujet, c'est que le problème n'est pas le nombre de policiers, c'est le nombre de personnel administratif et technique pour faire les procédures, la gestion. Or, de ce point de vue, si la France est à peu près à la moyenne européenne pour les policiers et les gendarmes, elle est très mal lotie pour tout ce qui est le personnel de soutien et d'administration. Du coup, qui fait le boulot? Car c'est les policiers qui basculent. Les policiers, au lieu de les avoir dans la rue, à mettre du bleu dans la rue, on les a, ce qui a été indiqué. Les tâches indues sont un sujet un peu plus compliqué, mais les tâches administratives liées à l'activité policière, elles se passent là. Claude Tarlet, un tout petit mot, parce que le temps file très vite. Il faut qu'on parle aussi, dans ce sondage, des candidats, qu'on écoute les questions du public, car il y a du public. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Claude Tarlet, ça marche mieux dans le privé? Parce que là, on a une description d'un Mammouth 2, un peu équivalent à l'éducation nationale, c'est-à-dire un truc qui ne fonctionne pas, qui est national, qui ne s'adapte pas au territoire. Les jeunes profs, on les envoie là où c'est compliqué. Les bons, ils sont tranquillement au chaud, là où c'est moins dur. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Alors à ce stade de l'échange, moi j'ai bien écouté, en effet, et je suis très proche de ce qui a été dit à la fois par David Lebars et par Alain Boer sur le constat et sur les raisons pour lesquelles, en effet, ça n'est pas au niveau attendu. Dans la filière privée, qui, on l'a bien compris, a un tout autre objectif et n'obéit pas aux mêmes règles, on vit de la même manière un certain nombre de chocs très violents depuis de très nombreuses années. On est passé de loi en loi sans que pour autant on ne fasse véritablement sur le fond évoluer le cadre dans lequel on intervient et surtout les missions, la formation, l'encadrement qui sont évidemment fondamentaux pour pouvoir se rapprocher d'une manière efficace sur le plan opérationnel de l'action de la police ou de la gendarmerie. Mais ce que j'observe quand même, c'est que nous avons la même difficulté pour établir avec les autorités, quel que soit le secteur dans lequel nous intervenons, des relations qui soient des relations qui permettent un vrai partage à la fois de l'information, une mutualisation des moyens opérationnels et donc de l'efficacité. C'est quelque chose qu'on observe surtout au niveau central, car dans les territoires, là où en effet
les policiers, les gendarmes, les acteurs de la sécurité civile, les services de renseignement territoriaux, les acteurs privés de la sécurité, qu'ils installent des systèmes ou qu'ils proposent des solutions humaines, ils se rencontrent, ils se connaissent, ils se parlent. Et très souvent, ils agissent ensemble d'une manière efficace. Je voyais récemment un préfet qui a occupé en d'autres temps des fonctions éminentes à la tête de l'État et qui m'indiquait, ah bien depuis que je vois comment les choses se passent dans les communes dont je suis aujourd'hui chargé de suivre l'activité, je me rends compte ces entreprises sont utiles pour contribuer justement à cette sécurité de tous les jours. Ce que je veux ajouter, c'est que le continuum est un concept qui doit se décliner de manière très opérationnelle sur le terrain. Très souvent, on en fait un effet de manche sans que pour autant, il n'y ait une vraie stratégie. Il n'y a pas de stratégie de sécurité intérieure du pays aujourd'hui. Je suis de ceux qui considèrent, puisque nous convenons tous que c'est ensemble que nous pouvons être efficaces, que nous ayons une instance dans laquelle policiers, gendarmes, militaires, quand cela est nécessaire, hommes du renseignement, sécurité civile, c'est un enjeu majeur. Et sécurité privée ? Et acteurs de la sécurité privée, sans oublier les acteurs tous municipaux, ensemble pour se coordonner, puissent tous ensemble, sous l'autorité de l'État, qui doit garder la main, travailler sur un schéma directeur opérationnel dans lequel on dise enfin et clairement quelle est la responsabilité des uns et des autres, quelles sont les frontières, quelles sont les missions et comment tout cela peut être coordonné lorsque ensemble nous sommes sur le terrain. Et je termine, il faut que cette stratégie, qui est une stratégie nationale, puisse être déployée dans les régions, dans les départements, dans les territoires, pour que chacun connaisse, et notamment je pense aux autorités de l'État, quelle est la force dont il dispose, à la fois publique dans son territoire et privé, pour pouvoir faire face à des enjeux, et notamment à des menaces. On va faire une toute petite pause, une courte pause, et puis on aura des questions qui vont permettre d'ouvrir d'autres enjeux, et des enjeux d'ailleurs qui sont très très liés à ce sondage. On va s'intéresser aux candidats, évidemment, rassurez-vous, sur la manière dont les candidats se sont emparés de ce sujet, ceux qui sont le plus crédibles, ceux qui le sont moins. On fait une courte pause et les questions juste après. Alors, place aux questions de la salle. J'espère qu'il y en aura quelques-unes. Ne soyez pas timide, évidemment. Vous pouvez prendre le micro. Et puis, on a des questions, évidemment, sur le site de l'Hémicycle, dont on verra la couverture dans quelques instants. Parce que l'Hémicycle, et c'est important de vous l'annoncer, a fait une interview exclusive du patron, du directeur général de la police, Frédéric Vaux, qui dévoile et qui révèle un certain nombre de choses en exclusivité pour le magazine L'Hémicycle, toujours très intéressant, où il évoque notamment des questions autour de la cybercriminalité. Le micro circule, comme on dit dans le jargon. Est-ce que voilà, on voit les membres du public. Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Alain Bauer, David Lebars, Claude Tarlet? Tout est possible. Moi, j'avais une question qui a été posée sur le site internet. Le Figaro a révélé la semaine dernière une étude du ministère de l'Intérieur selon laquelle la plupart des agressions ont lieu à moins de 5 km du domicile des victimes. La proximité spatiale ou géographique apparaît donc comme une donnée majeure de la délinquance. Quelles leçons les forces de l'ordre doivent-elles tirer de ces éléments? Un petit mot, David Lebars, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est une espèce de rapport comme ça, pas loin de chez moi. Je me suis fait agresser et il n'y avait pas de policier, je me suis retrouvé tout seul. Ou il y en avait, et tant mieux. C'est sincèrement une question délicate. Dans le traitement de la victime, dans le fait de la recevoir, de traiter sa procédure et surtout de lui donner une réponse que j'évoquais tout à l'heure, un des grands torts qu'on a, mais je dirais partagé avec la justice, c'est pas que la victime apprenne que l'auteur de son infraction ou de ce qu'elle a subi ne soit pas identifié ou interpellé. Elle nous en voudra jamais de ça. En revanche, elle nous en voudra si on lui donne pas un temps de réponse raisonable. On n'a pas réussi, votre dossier n'a pas abouti. Il y a des victimes qui sont sans réponse. Enfin, moi, je vais être pragmatique. La première fois que la nouvelle procureure qui était arrivée à Bobigny, quand j'étais en Seine-Saint-Denis, est arrivée, je suis allé la voir. Je lui ai dit que rapidement, j'allais être obligé de lui amener des dossiers prescrits. Elle pensait que ce serait peut-être quelques dizaines ou centaines. Je lui ai dit qu'il y en avait des milliers. Et on a ensuite discuté et elle s'est calmée quand elle s'est rendue compte qu'il y avait la même problématique dans son parquet. Donc il y a un partenaire qui manque dans tout ce qu'on vient de dire. On sera tous efficaces si on travaille tous ensemble, personne ne va le contester. Mais il y a quand même quelques sujets qui sont ceux, alors moi je dis la chaîne pénale, mais c'est vrai que ça fait un peu, on est enfermés les uns les autres, mais le partenaire justice, oui. Le problème c'est que le reproche
je comprends par ces victimes, on peut faire toutes les voies d'amélioration qu'on veut, mais quand la victime se rend compte que soit la délinquance continue, qu'il y a un trafic en bas de chez elle, ou que l'agresseur n'a pas été interpellé, c'est toujours le policier qui fait face aux reproches, puisque c'est lui qui est dans la rue. Donc à un moment, ce sentiment-là d'injustice ou d'insécurité, on tourne en boucle avec des policiers qui n'ont pas failli, qui ont pu interpeller 10, 20, 30 fois. Arrêtez, on est sur le sujet des multiréitérants, ce que disait Alain Boer. Moi, j'ai connu des mineurs multiréitérants qui n'ont jamais vu la casse-prison arriver à l'âge majeur parce que la justice est trop lente et qui ont. Et c'est la justice des mineurs, par ailleurs. Oui, mais c'est aussi la lenteur de la justice, ça n'est pas que idéologique, parce que moi, il y a une position que je tiens souvent, c'est qu'avant d'accuser la justice d'être idéologique, regardons pourquoi elle est lente. C'est pas que de l'idéologie, loin de là, c'est des manques de moyens bien plus importants que dans ceux dont souffre la police ou la gendarmerie. Il y a un élément du sondage qu'on aimerait révéler, parce que ça correspond exactement à cela. Alors effectivement, il y a certainement un problème de lenteur, mais il y a aussi un problème de sévérité de la part, en tout cas, de la justice et du point de vue des Français aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, quand on demande aux Français quelles sont les priorités pour améliorer la sécurité en France, en première position arrive augmenter la sévérité des peines. Donc c'est vrai que les Français ont ce sentiment-là que soit les peines ne sont complètement pas appliquées jusqu'au bout, ou qu'en tout cas elles ne sont pas suffisamment sévères. Et de la même façon, on le voit dans le sondage aussi, donc effectivement augmenter les moyens de la police, on l'a vu, ça fait débat, mais en tout cas ça fait partie des priorités pour les Français, mais aussi augmenter les moyens de la justice qui arrive juste en dessous et qui est également très attendu de la part des Français. Donc c'est vrai que cette sévérité des peines, ça faisait longtemps, j'ai envie de dire, que dans les sondages, on n'avait pas vu cette crispation un peu quand même aussi sur ce souhait de voir les choses un petit peu se durcir du côté des agresseurs. J'ai une deuxième question sur la cybercriminalité, mais vous avez évoqué tout à l'heure l'idée que la justice pouvait frapper fort, notamment dans des comparutions directes où les magistrats condamnent. Elle frappe fort, mais elle frappe lent. C'est ça. Décalé donc. C'est que nous avons traité comme si de rien n'était deux sujets. Un, l'alternative aux poursuites, qui est une erreur, et l'alternative à la prison, qui est une bonne idée. Mais du coup, nous avons un doublé qui est rarissime dans le monde, c'est alternative aux poursuites et aux peines. Oui. C'est-à-dire que pour arriver à se faire poursuivre, il faut vraiment faire de grands efforts. Et à se faire condamner, il faut y mettre... À Christiane Taubira, qui notamment... La pauvre, ça date de bien avant elle. C'est un processus qui est né des années 70 et qui s'est poursuivi lentement. Et puis le deuxième sujet, il est sur courte peine, longue peine. C'est-à-dire que les pays du Nord, plutôt protestants, pratiquent plutôt la coupure rapide dans le processus ou l'échelle, le glissement vieillesse-technicité de la criminalité et de la délinquance. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre la 117e machin, on dit tout de suite, là, dans 15 jours, week-end sans téléphone, sans portable, machin, cassure. Pourquoi ? Parce que quand on regarde criminologiquement, après tout, la criminologie est une science qui fonctionne comme la médecine. C'est clinique. On fait un diagnostic. On ne le fait jamais en France, mais on essaye. Ensuite, on établit un pronostic. Ensuite, on a des choix thérapeutiques. La France est un pays merveilleux. Nous avons des spécialistes de thérapeutique sans diagnostic. Donc, évidemment, c'est un peu au hasard. L'idée générale, c'était qu'il ne faut pas punir. Donc, une chance, c'est normal. Heureusement, d'ailleurs. Mais 65% des primo-délinquants ne recommencent jamais. Parce que dans leur environnement social, familial, amical, culturel, éducatif, quelqu'un dit « faut pas ». 30% environ, alors ceci est une globalisation qui ne fonctionne pas pour tous les crimes ni dans tous les cas, parce que j'entends déjà mes collègues sociologues et surtout sociolâtres, c'est une autre catégorie de sociologues. La sociologie est une belle science, la sociolatrie est plutôt une religion. Dire oui mais non, c'est chiffre, machin. 30% vont recommencer au moins une fois et ceux-là, il faut les traiter avec un processus renforcé qui permet de les sortir rapidement. Et 5% vont produire à eux tout seuls plus de la moitié de l'activité criminelle. C'est des hyper-productifs. Ceux-là ne peuvent pas être traités... Ceux qui ont très gros casier, quoi. Oui, enfin, pas toujours d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas le temps de l'enregistrer, le casier. Donc, ceux-là ne peuvent pas être traités comme les 65% initiaux, ni même quand les 30%. Donc, la première fois, on ne sait pas. C'est pour ça que la première chance, a priori, c'est normal. Mais il faut immédiatement dire il ne faut pas recommencer et créer les conditions de ça. Si les parents n'y arrivent pas, c'est à l'école. Si l'école n'y arrive pas, c'est au secteur social. Si le secteur n'y arrive pas, mais quelqu'un, or pour l'instant, c'est patate chaude. C'est pas moi, quelqu'un va s'en occuper. Vous avez vu dans le sondage, plus d'éducateurs et de médiateurs. Bon, ça arrive très bas, mais il est dans le sondage. Éducateurs et médiateurs dans une logique cohérente avec les autres acteurs. Or, pour l'instant, les policiers, c'est les méchants, les uns sont laxistes, les autres sont fascistes, le social ne parle pas aux sécuritaires parce que des fois que... Tout ça n'a plus aucun sens. Et avec un débat politique sous-jacent, avec des positionnements politiques. Dans la réalité, le retour au gardien de la paix, justement, c'est un gardien de la paix
collectif qui fonctionne collégialement avec toute une série d'autres acteurs. Et le renforcement de la situation des parents. Parce que les parents ne sont pas démissionnaires, ils ont été licenciés par une partie de leurs enfants. C'est une partie du problème quand vous cumulez les handicaps. Donc tout ce processus-là, il fonctionne d'une manière, il peut fonctionner d'une manière plaisir. Et vous regardez par exemple ce qui se passe dans un certain nombre de pays du Nord, les prisons sont à moitié vides. Hein, ils les louent. Par exemple, les prisons hollandaises sont louées aux détenus belges parce que les Belges n'ont plus de place dans leur prison. Bientôt, c'est nous qui allons probablement en exporter. Donc il y a des sous-locations en fait. Oui, mais la décision, elle est courte peine, décision rapide, processus adapté, contrôle social au beau sens de ce que veut dire le contrôle social, c'est-à-dire le retour à la civilité, qui est quand même un élément de la civilisation. Et ça, nous ne savons pas faire parce qu'entre rien et trop, nous n'avons aucun moyen de trouver un espèce de juste milieu. Au lieu de faire du en même temps, on fait de l'entre-deux et ça ne marche pas terrible. Ça marche pas terrible. La cybercriminalité, ça vous concerne et ça vous concerne aussi parce que ce sont des enjeux économiques pour les citoyens, parce que peut-être que les citoyens n'ont pas encore bien compris ce que c'était, mais effectivement, quand leur compte en banque s'est vidé d'un coup sur un clic informatique, évidemment, les choses deviennent concrètes. Cette question qui nous a été posée sur le site de l'hémicycle.fr, la cybercriminalité est une menace majeure pour aujourd'hui et dans les années à venir, mais la plupart des entreprises, sauf les plus importantes, n'en ont pas encore pris conscience. Que faut-il faire pour lutter contre ce nouveau fléau et rendre les entreprises moins vulnérables? Alors je me tourne vers vous, Claude Tarlet, parce qu'évidemment, ce sont des enjeux. Dans la fédération, il y a des entreprises, grosses, moyennes, petites, qui font de la cyber. Est-ce qu'on a bien pris conscience des enjeux de cette cybercriminalité, dans lequel il y a le mot criminalité? Cette menace ne frappe pas que les entreprises, même si en effet elles sont au premier plan aujourd'hui, elles doivent avoir une réflexion. Racket, il faut le dire, c'est du racket. Elle frappe, je veux le dire quand même, des collectivités territoriales. Des hôpitaux. Elle frappe des hôpitaux. Et donc elle frappe un certain nombre d'infrastructures sensibles qui sont le bien commun et le bien public. Et au-delà de cela, les entreprises les plus importantes bien sûr, mais aussi des PME et des ETI qui parfois jouent un rôle très important dans les territoires, produisent des idées, des services, des produits qui sont extrêmement sensibles, ont évidemment mis en place, parfois avec l'appui d'ailleurs de leurs propres organisations. MEDEF est très engagé sur cette question, d'autres organisations professionnelles le sont également, mais c'est un enjeu qui est extrêmement sensible puisqu'il se renouvelle de manière permanente et à chaque fois que l'on trouve en effet, y compris des parades ou des opportunités pour lutter contre ce risque, on ouvre aussi dans le même temps des failles considérables qu'il faut immédiatement combler. Et puis on a un enjeu de souveraineté. On en parle peu aussi parce que les entreprises ne s'en vendent pas, pour le dire très directement. Certaines entreprises qui ont dû payer se taisent. Et donc c'est compliqué là aussi d'avoir beaucoup d'entreprises qui disent écoutez, on va payer, ils vont nous rendre les codes et on va récupérer nos datas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais il faut bien comprendre que dans le milieu économique, cet enjeu est parfois mal perçu, mal compris, mal identifié et très peu traité. J'ai vu que les assureurs commençaient à s'inquiéter sérieusement de cette question. Bien sûr, mais au-delà même du monde de l'assurance se pose une difficulté qui est réelle et objective, c'est que nous avons un flux permanent de data qui circule en toute liberté, qui échappe dans le traitement des informations au contrôle de la souveraineté nationale, parce que nous disons en permanence qu'en effet nous devons être souverains et protéger l'ensemble de nos architectures avec des outils qui soient propres à la France ou à l'Europe. Et puis on voit bien que, y compris l'État, dans son, je dirais dans sa mission, dans l'acte d'achat qui est le sien, utilise parfois et des opérateurs et des produits qui sont chinois ou qui viennent d'autres pays. Mais c'est pas que pour les pullovers, ça que vous dites. Oui, c'est aussi pour les data. Je veux dire par là qu'on a un décalage considérable entre ce que l'on affiche, nous voudrions être souverains et participer de manière extrêmement claire à une stratégie, et en réalité partout et au quotidien, on va chercher des solutions avec des opérateurs qui parfois peuvent nourrir des intérêts qui sont contraires à l'État. Évidemment. David Lebars, vous voulez intervenir sur cette question de la cybercriminalité? Oui, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, il faut ajouter à tout ce qui vient d'être dit que la délinquance de droit commun va glisser sur le cyber et le numérique en masse. Absolument. Vous avez du trafic de drogue, vous avez du trafic d'armes, vous avez du proxénétisme, vous avez à peu près toutes les infractions de droit commun qui arrivent en masse. C'est exponentiel, donc c'est l'enjeu majeur des années à venir. Et sans caricaturer, je crains que la délinquance dans sa globalité soit sur le cyber ou le numérique. Ouais, dans le numérique, ou en tout cas qu'elle prenne toute sa part par rapport à celle qu'on connaît et qui est celle de la préoccupation des Français. S'ils sont à 2% les Français, je crois qu'ils ont encore à tort à l'esprit
comme moi d'ailleurs, qu'on se fait pirater sa carte bancaire, on est assuré, on est remboursé. Mais tout le reste dont on vient de parler, il n'y aura pas de remboursement, il va y avoir un vrai enjeu. Donc là, on va passer sur un autre sentiment si on laisse faire. Alain Boer, il y a des millions, pour ne pas dire des milliards, là, qui ont été escroqués par des aigres fins du numérique. Ça modifie là aussi cette stratégie du maintien de l'ordre. Parce que si on fait glisser la délinquance du terrain au clavier, il faut s'adapter. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas un coup de retard? Il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est qu'on ne sait pas ce que veut dire cyber. C'est l'usage absolument malencontreux d'un terme qui n'est pas sécurité informatique, comme l'a dit Claude Tarlet tout à l'heure, mais qui est l'alliance entre de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la capacité à l'escroquerie, et de l'ingénierie technologique. 99% de l'activité cyber nécessite une complicité de la victime. C'est-à-dire le fait de répondre par ce qu'on appelle le phishing à un courriel auquel on n'aurait peut-être jamais dû répondre pour toutes les raisons possibles et imaginables. Et donc il y a une culture et une pédagogie de la sécurisation des réseaux qui doit viser d'abord les victimes pour leur dire il ne faut pas cliquer sur n'importe quoi et pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. La deuxième partie, et j'ai un petit bémol par rapport à ce que dit David Sommer, c'est qu'il n'y a pas de glissement. C'est la criminalité ordinaire plus le cyber. C'est pas le cyber à la place de la criminalité ordinaire. Donc, nous aurons les deux. D'accord. Et donc le problème, il est justement de savoir gérer les deux univers, parce que nous continuerons à avoir une activité résiduelle, mais importante et violente physiquement sur le terrain. On n'abandonne pas le terrain, ce n'est pas vrai. Et nous aurons en plus une activité sur l'espace numérique qui va devoir être prise en compte. Alors, il y a des agences qui ont commencé à le prendre en compte. Alors, plus les gendarmes que les policiers, et beaucoup l'ANSSI, mais qui est submergé par l'ampleur du phénomène, parce que beaucoup plus d'entreprises, de particuliers saisissent les institutions, qui se rendent compte justement qu'on est déjà très en retard par rapport au tsunami du cybercrime, utilisant à la fois de l'ingénierie sociale, qui est vraiment le mode cyber, la complexité, et les atteintes à la sécurité informatique, qui sont là le petit côté, mais celui qui fait le plus de dégâts, les rançongiciels. On parle des candidats, juste en quelques mots quand même, il faut bien comprendre tout cela, qu'on est dans un univers mondialisé et qu'une partie de ces criminels ne sont pas forcément cachés dans le Cantal, dans le Périgord ou en Île-de-France. Ils sont en Moldavie, ils peuvent être dans les Balkans, et que ça complexifie évidemment la possibilité de pouvoir les attraper. C'est le cas aussi de nos réseaux de cambrioleurs sur une compagnie low cost qui arrive le lundi matin, qui repartent le vendredi soir en ayant écumé une région complète. Donc la globalisation, elle a un effet qui passe, vous avez raison, sur les réseaux, mais aussi. Sur l'activité résiduelle, sur des trucs absolument invraisemblables, du vol de tracteurs au pot catalytique, au cuivre, y compris en coupant des réseaux routiers ou des tunnels, SNCF. Ou des lignes. Parce qu'il y a des effets secondaires, c'est pas juste un côté amusant du voleur de cuivre, machin. Il y a des effets réels sur la vie sociale. Et notamment, je pense aux zones agricoles et rurales, qui sont très lourdement touchées, beaucoup plus que ce qu'on imagine, alors qu'on parle beaucoup, entre guillemets, des banlieues. La problématique rurale doit largement être prise en compte. Oui, les territoires ruraux ne sont pas épargnés, vous le confirmez, même s'ils sont la plupart du temps des zones gendarmerie, mais ils ne sont pas épargnés par la délinquance. Ils sont tous sauf épargnés, avec des phénomènes pareils de mafia criminelle qui écument en ciblant des objets agricoles, des engins agricoles. C'est valable aussi sur le littoral. Il y a des bandes spécialisées qui viennent prendre des moteurs de bateaux par paquet de 10 ou de 20 et qui repartent et qui vendent ça. Donc cette criminalité-là, elle s'est adaptée, elle a évolué. On revient sur la présence sur les territoires en fonction des objectifs qu'on se cible ou qu'on partage entre police et gendarmerie. On va faire une toute petite pause pour accueillir, vous le savez, c'est la tradition dans notre émission, un éditorialiste. C'est Éric Revel qui va venir nous rejoindre, qui va venir vous challenger, vous poser des questions, prolonger ce qui a été dit évidemment, peut-être compléter des questions que nous n'aurions pas posées. On invite, juste après ce jingle, Éric Revel à nous rejoindre. Éric Revel est avec nous, il nous présentait son nouveau livre, Sharing.
directeur de la publication de l'Hémicycle. Le temps de l'inclusion économique avec cette interview du directeur de la police nationale. Très bonne interview. Excellente interview, exclusive, avec faut-il beaucoup dire. d'infos Voilà. et quelques scoops qui intéresseront Alain Boer et nos amis, j'en suis sûr. Je vous ai vu prendre quelques notes, je vous ai vu écouter avec beaucoup d'intérêt. C'est la tradition, puisque c'est l'occasion aussi de se challenger, et que vous nous challengez, et que vous les challengez. Qu'est-ce qu'on a oublié dans ce débat qu'on a balayé cybercriminalité, délinquance du quotidien. Est-ce que vous avez vu des oublis, des trous dans la raquette? Bon, oublier, comme je ne suis pas un expert de la sécurité, je me garderais bien de dire que nos spécialistes ont oublié les choses. En revanche, j'ai quelques questions à vous poser. Je vais en poser une première à Alain Boer. Bon, j'ai adoré votre distinguo entre sociologue et sociolate, je trouve que c'est assez bien vu, mais c'est pas là-dessus. Vous nous avez rappelé les Brigades du Tigre et Clémenceau, alors évidemment... Excellente série télé, il faut le dire. Pour beaucoup, ça rappelle un feuilleton, mais vous avez eu raison de rappeler que Clémenceau avait un problème avec la criminalité à l'époque et il a trouvé la solution. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, vous dites, il y a une lenteur au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de RH, j'ai le sentiment qu'on est plus prompt à inventer de nouveaux concepts policiers pour des manifestations que pour de la criminalité. Je vais prendre deux exemples. Un peu passé, les voltigeurs, et un autre plus récent, en 2019, la création avec les Gilets jaunes des Braves, oui. Ces brigades de répression mobile. Comment se fait-il, Alain Boer ou messieurs, que le ministère de l'Intérieur est capable d'inventer de nouveaux concepts de défense lors de manifestations, mais est plus lent à la détente lorsqu'il s'agit d'essayer de vaincre la criminalité sur le terrain? Il faut demander ça au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, je ne suis pas un ethnographe ou un médecin légiste. Vous êtes un historien. Le ministère de l'Intérieur, oui, aussi. Mais non, je crois d'abord que le ministère de l'Intérieur, il réagit à la puissance du problème qui se pose au moment où il se pose. C'est son caractère réactif. Et par exemple, pour prendre l'affaire des manifestations, en fait, le problème des manifestations... C'est 2019, je crois, là, les Braves. Hein. Oui, mais le problème n'est pas la violence dans les manifestations, c'est que les amateurs de la manifestation étaient gérés par des amateurs du maintien de l'ordre. Ce n'est pas la violence qui a été le problème, c'est l'inexpérience de gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie et qui sont arrivés avec ah bon, il y a des règles, ah bon, j'ai pas le droit de manifester, ah bon, je peux pas aller où je veux. Je peux pas tout casser. Non, tout casser est venu bien plus tard. Ouais. Par rapport à des effectifs de CRS et de gendarmes mobiles qui ont été réduits massivement pour des raisons stupidement comptables, bêtement comptables, connement comptables. Il faut assumer jusqu'au bout. Je veux dire, quand le comptable prend le pouvoir, il faut qu'il assume la responsabilité du comptable. Et alors, quand il atteint ce niveau d'inexpérience et d'imbécilité... Ça peut être un expert comptable. Hein. Oui, c'est un expert de la connerie comptable. En matière de sécurité publique, il faut assumer, parce que de temps en temps, voilà, moi je suis pour le strict respect de deniers publics, je suis un rocardien historique. Mais il y a des limites à la stupidité. C'est la même chose pour l'hôpital public. L'hôpital public a été traité de la même manière que la sécurité publique. Justement, moi j'ai découvert quelque chose grâce à vous. Enfin, peut-être que vous avez une réponse sur ma question qui n'est pas inintéressante et j'ai vu que ça vous interpellait. Moi, je voudrais donner une nuance quand même, parce qu'elle est d'importance. Les Braves aiment. Les Braves motos créées en 2019. Donc les brigades de répression mobile, brigades de répression des actions violentes, moto, pardon. Ils sont à deux sur la moto. Ils sont à deux, mais la grande différence avec les voltigeurs, c'est que le passager, il est transporté par le pilote pour être mis d'un point A à un point B très vite, et l'effet des motos en groupe est un effet dissuasif, alors que les voltigeurs, le passager avait une grande matraque et était fait... Vous avez raison de préciser ça, mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi est-ce que le ministère de l'Intérieur est tellement réactif sur ce genre de formule? Il sait réagir à la pression. Il sait réagir à la pression de l'opinion. Oui, mais enfin, la pression dans le sondage de Kantar, elle est forte de la part des Français qui estiment que la criminalité augmente dans leur vie quotidienne. Ils ont raison. Simplement, la pression sur cette question, elle n'est pas aussi visible et aussi présente, aussi médiatiquement forte que la gestion des manifestations, la destruction, l'attaque de l'Arc de Triomphe ou la tentative d'envahir la présidence de la République. Et pourtant, c'était tous les samedis, alors que dans la vie quotidienne, c'est tous les jours. Oui, mais c'est le lissage médiatique qui pose le problème. Ce sont les médias qui font l'opinion, vous le savez bien. En tout cas, qui font cette espèce d'agrégation qui pousse le ministère de l'Intérieur. Et vous avez eu d'ailleurs, vous le notez, le préfet de police dont on dit beaucoup de mal. Si vous regardez le nombre de blessés depuis la restructuration du maintien de l'ordre et sa réadaptation à quelque chose qui a été écrit par Philippe Massoni dans les années 80, j'y étais donc j'ai des souvenirs, montre à quel point le nombre de blessés a été réduit par 10 ou 100, alors même qu'on dit il est pas gentil, il est méchant. C'est-à-dire que la reprofessionnalisation du maintien de l'ordre a amené mécaniquement une amélioration du statut. Ça n'a pas
les Français n'ont pas mieux compris pourquoi ils n'avaient pas, les Français des ronds-points n'ont pas mieux compris pourquoi ils n'avaient pas le droit de manifester, mais ils ont appris qu'il y avait aussi des règles dans la manifestation, que ce n'était pas une liberté absolue. Il y a des codes et des règles. Alors, une question, et les candidats, on a oublié les candidats. Oui, bien sûr. Moi, j'ai appris quelque chose de fondamental que j'ignorais totalement, mais je sais que j'ignore beaucoup de choses, c'est la seule chose que je sais, comme disait l'autre, c'est que finalement, le ministère de l'Intérieur, il fonctionne comme l'hôpital public. C'est-à-dire que l'hôpital public se plaint d'avoir des strates et des strates de non-opérationnels et d'administratifs au détriment des aides-soignants. Vous avez le même problème au ministère de l'Intérieur. Et je pensais que c'était mieux géré que ça. Mais bon, c'est pas ma question. Vous avez évoqué les statistiques ethniques, à un moment donné, tout au début de votre présentation. Si je me souviens bien, il y avait un haut commissaire à la diversité et à l'égalité qui s'appelait Yazid Sabeg, qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy, et qui avait, il s'appelle Yazid Sabeg, et qui avait proposé précisément une sorte de voie de mise en place, si vous en souvenez, mais je parle sous le couvert d'Alain, de statistiques ethniques. D'abord, est-ce qu'on peut lier la montée de la délinquance ou de la criminalité à l'origine ethnique des gens? Vous dites ça permettrait de gommer tous les fantasmes. Bon, enfin beaucoup de fantasmes, mais en réalité, Yazid Sabeg, alors j'en ai pas discuté avec lui récemment, mais enfin tout ça a été dans le mur, ça n'a pas été possible, on n'a pas pu mettre en place ces statistiques ethniques. Est-ce que ça serait une façon ou bien de faire taire ceux qui estiment qu'il y a un lien très précis et très fort, ou bien au contraire, ce serait de montrer les choses? Alors, c'est et de les montrer et de partager la problématique. Aujourd'hui, c'est les policiers qui sont accusés de faire du contrôle au faciès. Donc, sous-entendu, on contrôle les gens en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est un débat récurrent dans la police nationale ou contre la police nationale. Avec Manuel Valls qui avait parlé d'un récépissé de manière à ce que quand on était contrôlé, on l'ait plus. Un récépissé. C'était une idée d'Alain Boer à l'époque. Je ne sais pas, mais enfin l'idée que c'est pas la meilleure idée. Voilà, on montrait un petit papier comme quoi on avait déjà été contrôlé. C'était pas une mauvaise idée. Déjà, il faudra dire ce que c'est qu'un contrôle de police. C'est dans 99% des cas des contrôles sous l'autorité du parquet avec des articles 78.2 du Code de procédure pénale. Donc déjà, la justice doit endosser cette pratique qui est une pratique procédure pénale. Deuxième point, moi je parle de pratique. C'est-à-dire qu'un policier, il a un esprit de chasseur et il progresse cet esprit de chasseur en tant que policier. Quand il progresse dans sa carrière, on repère des comportements, on repère des pratiques, on ne repère pas des couleurs de peau. Ça n'a aucun intérêt de repérer des couleurs de peau. Hormis quelques infractions que j'ai dénoncées moi-même en tant que syndicaliste, quand on va chercher des infractions d'étrangers en situation irrégulière, là on est dans le vrai sujet. Et c'est un vrai sujet qui est d'ailleurs... Non mais statistiques ethniques. Non mais les statistiques ethniques après... Fantasme ou réalité, concrètement on va parler des candidats là, rapidement. Ethnique est sans doute pas le bon terme parce qu'il faudrait dire sociologique, familial, il faudrait prendre le panel général de qui est le délinquant pour arrêter de dire que le délinquant qui commet tel type de délit, c'est un enfant de sexe masculin issu d'une famille monoparentale. Tous ces clichés-là, ça reste des clichés tant qu'on n'a pas ces statistiques complètes. Et je note que nos voisins européens, mais vous me contredisez, Monsieur Boer, je crois que la plupart des pays européens disposent de ces chiffres-là, là où la France ne les a pas. Donc moi je dis que ça n'a que pour intérêt de servir la police et la justice. Parce que si on dit qu'il n'y a que des gens de couleur noire, de peau dans les prisons, c'est que la justice a elle-même un problème de racisme ou de contrôle au faciès. Donc tout ça n'est pas raisonnable de laisser planer cette suspicion sur la seule police nationale. Alain Boer, et puis avant de nous quitter, il faudra comme qu'on voit le rapport des Français aux candidats. Dans les secondes qui viennent, puisque c'était la règle que nous vous êtes un horloger, non pas suisse, mais français. Non, mais je suis à l'heure chez vous, je suis à l'heure chez les autres aussi. Non, la statistique ethnique pose un problème assez simple. D'abord, on a des statistiques ethniques, contrairement à ce que tout le monde raconte. Nous avons un outil qui s'appelle Territoire et Origine, qui est très clair sur l'origine des populations et qui permet de dire il y a tant de Français qui sont eux-mêmes issus d'eux, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les statistiques de la nationalité. Et là, nous avons des statistiques très claires. On sait combien d'étrangers sont interpellés, combien d'étrangers sont condamnés, combien d'étrangers sont en prison, combien d'étrangers sont en rétention. Documents ouverts Ah oui, ils sont publiés tous les ans par le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire. Enfin, tout ça n'est pas un secret. Le vrai question, c'est de comprendre que derrière ce sujet, il y a un problème qui est origine religieuse et géographique. Le non-dit est plus important que le dit dans cette affaire. Or, comme je l'ai déjà dit à un des candidats, 2 fois, qui d'ailleurs a reconnu que ce n'est pas totalement dénué d'intérêt 2 fois, le problème est beaucoup plus démographique. En résumé, une vague d'immigration se traduit par une surreprésentation des jeunes mâles qui sont en général plus agités que les vieilles dames. Et donc, à quantité égale de tranches d'âge, eh bien, s'il y avait autant de jeunes, alors on dit en général de souches. Moi, je n'ai jamais pensé que les Français étaient un arbre mort, donc on va dire de racines. Si on en avait autant en production du même classe d'âge, nous aurions une surreprésentation équivalente de jeunes
entre guillemets, français d'origine que de jeunes, entre guillemets, issus de l'immigration, immigrés immédiats ou immigrés de la première génération. Il y a là un sujet qui est tout à fait normal à traiter. Il faut pouvoir le traiter. Nous avions même publié à l'ONRPE pour la première fois une statistique sur les étrangers mis en cause. Il ne s'était rien passé parce que justement, les sources étaient ouvertes et qu'elles existent. La question c'est pourquoi faire? Je prends l'exemple des Anglais. Oui. Les Anglais ont voulu faire des statistiques ethniques. C'était un grand moment de rigolade quand ils ont essayé de savoir comment on classifiait les gens. Alors d'abord, il fallait savoir comment on classifiait les Blancs. Ils n'y ont jamais... Blancs, un peu orange en fait, hein, mais ils n'y sont pas arrivés. D'abord, ils ont dû classer les Anglais, les Écossais et les Irlandais de manière spécifique. Et encore, Irlandais du Nord et Irlandais du Sud, on a eu un petit souci. Si vous savez les reconnaître à la vue, vous êtes très fort. 2, ils ont eu un problème avec les Indo-Pakistanais. Ils ont dû faire 2 catégories, Indo et Pakistanais. Et ainsi de suite. Alors on va mettre les Bretons, je suppose, ou les Corses. À la fin, on ne s'en sort pas, puisque dès qu'on entre dans l'ethno-statistique, on entre dans un problème majeur, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. Par contre, dire qu'il y a une surreprésentation démographique des jeunes issus de la première génération de l'immigration ou des jeunes étrangers, qui sont plutôt des jeunes mâles, est indiscutable. Et troisièmement, la seule découverte que j'ai faite lors des études sur site, c'est qu'effectivement, il y a relativement peu, il y en a, de contrôle au faciès, il y a beaucoup plus de contrôle à la capuche. C'est beaucoup plus un sujet d'uniforme extérieur, de comportement par groupe, de look, qui incite à que autre chose. Et je crois qu'il y a là un souci de compréhension de ce qu'est le problème. En tout cas, moi, ce qui me paraît le plus raisonnable, c'est de supprimer les contrôles d'identité, qui ne relèvent pas d'un délit, mais simplement d'une pratique, car le fait d'entrer dans une logique qui est celle pour laquelle les bacs avaient été créés, c'est-à-dire supprimer le contrôle d'identité, qui on ne sait pas pourquoi on vous contrôle, mais on vous contrôle, mais intervenir de manière différente, créerait les conditions d'un retour d'une solution à ce problème qui est en partie réel, en partie fantasmé, et surtout de contournement de la difficulté pour revenir à ce qu'est une police d'intervention, une police de maintien de l'ordre, une police de capacité A, sans avoir cette suspicion permanente de pourquoi tu me demandes mes papiers d'identité, parce qu'évidemment tout le monde se tutoie, et d'ailleurs c'est un des problèmes notamment des jeunes générations, hein, tout le monde se tutoie, il n'y a plus de vouvoiement et c'est très compliqué à rétablir. Quand j'explique ça dans les écoles de police, on me regarde avec des gros yeux, mais ça fait partie de la distanciation, et je crois qu'il y a quelques soucis à traiter de ce point de vue. Voilà. Un dernier mot. Parce que vous êtes pressé. Attendez, parce que... Non, je suis parti. Je n'attends pas. Alain Boer, merci, parce que vous êtes attendu, évidemment, et vous êtes un homme ponctuel. Moi, je vais vous poser une question, je vous accueillir sur le terrain, puisque Alain Boer parlait de distance, du tutoiement. En fait... On remercie évidemment Alain Boer. J'ai l'impression qu'on a un problème d'autorité républicaine dans ce pays. Mais j'allais dire, et sans faire de politique aucune, on a un problème d'autorité républicaine un peu à tous les niveaux. Aujourd'hui, on peut tutoyer un policier dans la rue, quand à l'époque où les hirondelles se promenaient avec leurs gabardines et leurs matraques seules, sans armes d'ailleurs, on les respectait beaucoup plus. Une version bobise. Bon, j'ai l'impression que, en fait, cette autorité républicaine, globalement, dans la société française, s'est effondrée, et que cet effondrement, au bout de la chaîne, si j'ose dire, et sur le terrain, c'est les policiers qui la prennent en pleine face. Parce qu'en réalité, on peut s'interroger sur le statut de chef de l'État, on peut s'intéresser à plein de choses. À l'école, bon, mais l'autorité républicaine, elle me semble maintenant presque à la cave. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on tutoie un policier, qu'on lui tape sur l'épaule, ou qu'on l'envoie balader, ou qu'on lui balance des pétards, comme on le voit, des mortiers, est-ce que c'est pas, au-delà de la montée de la délinquance potentielle ici ou là, dans des quartiers perdus de la République, c'est pas aussi le constat et le symbole de l'effondrement de l'autorité républicaine? Un mot chacun, Claude Tarlet, David Lebars, et on traitera des candidats. J'ai commencé dans la police en 1995. Ma première planque dans une cité dite difficile dans les Yvelines, j'en suis parti une main devant, une main derrière au bout d'une heure, parce qu'on était attaqué par des jeunes qui ne supportaient pas l'idée qu'on puisse surveiller leur cité, et on a failli brûler vivant dans une voiture. Donc tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ce que le policier racontait il y a 25 ans de ce qu'il vivait, vous auriez fait des yeux exorbités, vous seriez dit comment c'est possible, alors qu'aujourd'hui on le voit. Et d'ailleurs, c'est une des questions de votre sondage. Est-ce que les médias exagèrent? Est-ce qu'il y a un effet loupe? Moi, tout ce que je vois, c'est que ça met au moins les sujets sur... Oui, mais ça met les sujets sur la table. Après, qu'il y ait des effets loupe, les réseaux sociaux aussi. Deuxième point, le sujet du tutoiement. Bon, là il est à double sens.
il ne va pas se régler comme ça parce que d'abord, on recrute à l'image de nos quartiers dans la police nationale. Enfin, C'est d'ailleurs ce qu'on a souhaité. Ouais. Et 2, le tutoiement, ne le prenez pas comme une provocation, mais un policier qui va vous voyer un jeune dans un quartier, le jeune peut considérer que le policier se fout de sa gueule et ça peut faire dégénérer un contrôle. Ce qu'il faut impérativement mettre en place, Alain Boer l'a dit, c'est la distance physique. On ne va pas à un contact autre que les contacts effectivement totalement professionnels, la palpation. Le sujet du contrôle d'identité, très bien, on arrête le contrôle d'identité. Le code de procédure pénale est articulé autour du code du contrôle d'identité. Si on l'arrête, c'est le sujet de la réforme de la procédure pénale. Là, je peux vous dire, j'ai tout entendu. En général, chez les politiques, c'est « Oh là là, mon pauvre monsieur, vous n'y pensez pas, c'est 3 à 5 ans de travail. » Oui, mais il faut commencer maintenant. Mais c'est un enjeu, le contrôle d'identité pour les policiers. Mais tout est un enjeu. On le subit comme étant en permanence l'outil, alors que c'est les magistrats qui nous le délivrent, l'outil par lequel on maltraiterait des populations, alors qu'Alain Boer l'a dit, on a plutôt un problème de comportement, comme je l'ai dit, ou d'accoutrement, que de la couleur de peau. Donc il faut mettre tout ça sur la table et voir quel est l'intérêt de tout le monde. Claude Tarlet, si vous vouliez ramasser tout ce que vient de se dire, parce que c'est vrai que la sécurité privée... Ramasser, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien un effondrement du respect de l'autorité. Et pas simplement d'ailleurs dans la police, mais dans tout ce qui représente à un moment ou à un autre une forme de contrainte. Bon. Et d'ailleurs, on le vit, nous, acteurs de la sécurité privée, quand présents sur le terrain avec des milliers de femmes et d'hommes, on est... En complément de l'action que mène police ou gendarmerie, nous sommes aujourd'hui confrontés à des phénomènes de violence, d'agressivité qui sont vraiment en évolution tous les jours. Il n'y a pas une journée dans la semaine où on ne nous remonte le cas d'un agent de sécurité dans un centre commercial, devant un bâtiment, devant un parking, contrôlant un accès de véhicules, qui à un moment ou un autre se trouve confronté à quelqu'un qui refuse tout simplement le contrôle, qui refuse même la présence parfois, qui la considère comme étant une atteinte à sa propre liberté et qui n'est pas dans l'échange. Il est dans le coup, il est dans la violence. Donc mise en danger des collaborateurs. Il est dans un coup de couteau, il est dans une arme que l'on utilise, un bâton ou une massue ou un marteau, tous les jours. Tous les jours, ça remonte des territoires. Donc, ça n'est pas aujourd'hui un phénomène, malheureusement, qui est tout à fait isolé ou circonscrit. La police vit des moments difficiles, la gendarmerie vit des moments difficiles. Nous travaillons sur le terrain avec des policiers et des gendarmes au quotidien et nous travaillons partout dans un état d'esprit qui est extrêmement positif, avec une vraie volonté de mettre en commun nos moyens. Sauf que chacun est dans son rôle. Et que ce que je constate aujourd'hui, c'est que les acteurs privés qui, en effet, n'ont pas le statut du policier ou du gendarme ou du militaire, sont eux aussi en première ligne. C'est la raison pour laquelle nous avons été très présents et très combatifs pour que, dans la dernière loi sur la sécurité globale, on dote ces agents d'une protection, de manière à ce qu'en effet, quand ils exercent leur métier et qu'ils sont victimes d'actes de cette nature, ils puissent obtenir réparation. Un tout dernier mot, Laure, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant d'avoir vu quand même, puisque c'était une des thématiques de la campagne présidentielle, cet élément focus du sondage sur les candidats et le regard que les Français portent sur les candidats sur ces sujets de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous le commenter? On fera un rapide tour de table et nous le quitterons évidemment. Alors, un chiffre peut-être d'abord, 79% des Français font confiance aux forces de l'ordre pour assurer leur sécurité. Donc c'est quand même notable. Hein. C'est vrai que vous disiez, on a souvent le sentiment d'être les mal-aimés ou en tout cas de mal faire. Les Français, en tout cas, eux, continuent à vous faire confiance. Et si vous regardez le détail du sondage, il y a énormément de questions aussi sur l'image des forces de l'ordre, donc police nationale et gendarmerie nationale, qui sont très positives. Et donc 79%, quand on le compare à cette question sur les candidats finalement, à qui on ferait confiance pour résoudre les problèmes de sécurité qui se posent en France aujourd'hui, on voit que finalement aucun candidat n'émerge vraiment. Emmanuel Macron, effectivement, il y a un effet de légitimité, je dirais, à 40% des Français qui lui font confiance. Juste après, 37% Valérie Pécresse, et puis ensuite 32% Marine Le Pen. Donc on voit bien qu'il n'y a pas non plus une adhésion très forte. En revanche, il y a des critiques très fortes et il y a des sentiments justement de rejet de certains candidats, notamment sur cette thématique de la sécurité. 59% des Français ne font pas du tout confiance à Jean-Luc Mélenchon pour résoudre les problèmes de sécurité en France. 56% des Français ne font pas du tout confiance à Éric Zemmour également pour résoudre les problèmes de sécurité qui se posent en France. Voilà, un commentaire peut-être ?
C'est un commentaire politique. J'imagine que le commissaire que vous êtes ne va pas s'engager. Je ne vais pas faire de moi, politique. je peux en faire plein. Moi, je je vais commentaire politique. je vais rester dans la neutralité syndicale. Je vais faire un commentaire objectif. C'est que les positions radicales qui consistent à dire d'un côté il faut désarmer la police c'est la cause de tous les maux, ou d'autres qui consisteraient à relier tous les maux de la société à l'immigration, ces positions radicales-là, les Français n'y croient pas parce que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas non plus la bonne approche de la délinquance. C'est beaucoup plus compliqué que ça et ça nécessite un peu de recul et de cohérence d'esprit. Claude Tarlet, juste un tout Oui, petit un mot. mot simplement pour dire que quels que soient les candidats, et certains effectivement sont peut-être plus sensibles aux enjeux de sécurité que d'autres, ou plus ou moins la volonté de s'engager dans cette voie, mais tant que, quelque part, il n'y a pas de définition d'une stratégie globale de sécurité intérieure, tant qu'on n'a pas la volonté de mettre ensemble sur le terrain à la fois les acteurs de l'État et les acteurs que nous sommes, C'est votre qui message ce soir. représentent, c'est mon message ce soir, et que dans le respect des prérogatives de l'État, que nous ne contestons pas, on ne fait pas en sorte que les acteurs de terrain, entrepreneurs et industriels ou services de sécurité travaillent ensemble. Le public privé. Nous n'y parviendrons pas. Or, aujourd'hui, nous sommes sur ce terrain-là, dans une douce musique, quels que soient d'ailleurs les différents candidats, qui nous bercent, qui n'en parlent pas beaucoup d'ailleurs de votre sujet. Qui en parlent très peu, mais pas, quand ils en parlent, c'est une douce musique, mais on continue à vivre en silo. C'est ça. Coupés les uns des autres, c'est vrai dans la sphère publique, c'est parfois encore vrai dans la sphère privée. Il faut balayer tout ça et avoir enfin une pensée collective, commune, structurée et une architecture opérationnelle qui fait défaut. Ouais, il en va aussi de la qualité du service public rendu évidemment aux citoyens. Éric, un petit mot parce qu'on déborde beaucoup dans Défi 2022, c'est une tradition. Mais alors globalement, bon, il y a évidemment des surprises par personnalité, mais globalement c'est une thématique plutôt de droite, la sécurité, que de gauche. Donc on voit que les candidats de droite ou estampillés de droite ou de droite nationale sont plus enclins à résoudre ce type de problème que ceux de gauche. Mais il y a un vrai tournant politique dans un parti politique, me semble-t-il, qui est le Parti communiste français avec Fabien Roussel. Oui. Et ça, il faut le noter. C'est-à-dire que le Parti communiste, évidemment, ce qu'il en reste, appartient évidemment à la gauche. Et Fabien Roussel a un discours tout à fait novateur sur la défense des forces de l'ordre. Oui. Et je dis novateur parce que jusqu'à présent, le Parti communiste se rangeait comme le Parti socialiste ou des partis plus à gauche, avec une sorte de doute, d'inquiétude sur la montée en puissance des forces de l'ordre. Et Fabien Roussel, d'une certaine manière, il a commis un adjournamento communiste parce qu'il a placé les forces de l'ordre et la question de la sécurité dans son programme de manière tout à fait comme surprenante. Un élément social. Exactement, tout à fait surprenante. Et pour moi, si je devais parler de sécurité par rapport au positionnement des uns et des autres, et je suis en gros d'accord avec ce que vous avez dit, c'est Fabien Roussel, peut-être à gauche, je ne sais pas si vous êtes d'accord, qui exprime la plus grosse surprise. Qui parle aux hommes sur le terrain. Comme un élément de cohésion. Mais ça n'a jamais été vrai et un pour enjeu le Parti social, communiste. si je peux me permettre de... Je nuancerai, moi j'adhère à tout ce que vous dites, parce qu'en plus j'ai eu 2 heures avec Fabien Roussel sur des sujets de sécurité, plus que surpris, très agréablement surpris. Je donne une opinion peut-être un peu trop prononcée. C'est quelqu'un de très agréable. Mais moi, je préciserai, pour avoir travaillé 25 ans dans des territoires difficiles, j'ai travaillé avec des élus communistes. Les élus communistes territoriaux sont des gens qui veulent de la sécurité, qui assument ces sujets-là, en tout cas à l'échelle territoriale. C'est à préciser. C'est différent au niveau national, peut-être. Il y a un rapport à la laïcité, peut-être. Je peux ajouter quelque chose à ce qu'a dit Claude parce Tarlet. qu'on a un temps fou. Pour faire un bon continuum, parce qu'on n'a pas dit le mot, je crois, parce qu'on parle de continuum, il faut déjà le faire bien entre les deux forces régaliennes, police, gendarmerie, il y a des leviers d'amélioration. Ensuite, évidemment, et les mentalités ont changé, on fera avec nos collègues, nos partenaires de la sphère privée. Tout ce qui fera que ça fonctionne aussi, ça sera un contrôle déontologique suffisant pour que chacun rentre dans les cases de ce qui est respectable, de ce qui doit être respecté, de l'application de la loi. Voilà, c'est ça le sujet et ça peut parfaitement... Enjeu d'encadrement, mais aussi culture croisée. Il faut permettre à des policiers, des gendarmes, des militaires de poursuivre ou sur des périodes de mobilité, de venir apporter de l'expérience, du savoir-faire dans des entreprises privées pour monter le niveau de compétence globale et faire en sorte qu'à un moment donné, nous puissions tous travailler vraiment ensemble parce que nous aurons des référentiels que nous partagerons et des objectifs qui seront communs. Merci à vous, merci Éric Revel d'être venu nous rejoindre pour faire justement pour éditorialiser cette fin d'émission. Merci à Laure Salvin, directrice Kantar Public France, je l'ai bien dit. C'est un vrai plaisir avec le sondage à découvrir sur votre site, évidemment sur le site de l'hémicycle, j'en suis sûr, pour avoir plus de détails. Ce sondage, évidemment, a plus d'items encore. Merci à David Lebar, secrétaire général. Merci à nos partenaires Sud-Ouest et Sud Radio. Sud Radio, Sud-Ouest, j'oubliais, qui évidemment vont relayer cet événement
bien sûr, Éric, de me le préciser. Et puis, merci David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et merci à Claude Tarlet, président de la Fédération française de la sécurité. On a bien entendu votre message. Et puis, pour ce week-end, ou même la semaine d'ailleurs, l'hémicycle, le temps de l'inclusion économique avec une interview exclusive. La police, selon Frédéric Vaux, c'est intéressant parce que interview d'un grand flic, ce sont les mots de David Lebars. On se termine. Merci au studio Victoire qui nous ont accueillis. Merci à toutes les équipes qui étaient dans mon oreille et qui étaient dans le studio pour que tout se passe très bien. Voilà, merci à vous, merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau thème. Ce sera l'Europe. Oui, autre sujet important, euroscepticisme ou envie d'Europe, ça sera la question et on la posera évidemment à travers un sondage Kantar exclusif. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour vos réactions. Défi 2022 en partenariat avec la revue L'Hémicycle, l'agence EPOCA et l'Institut Kantar. Un débat, un sondage pour décrypter les grands thèmes de l'élection présidentielle 2022. Et ce mois-ci, nous parlons Europe, entre défiance, euroscepticisme et envie d'Europe. Quel lien les Français entretiennent-ils avec les institutions européennes? On en parle, on en débat dans Défi 2022. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.